Eh bien voilà, nous revoilà en direct pour un nouveau direct chaud bouillant. Aujourd'hui, on va recevoir Dayo Hartson qui va se présenter une fois qu'il va nous rejoindre. Mais donc l'idée, en tout cas, des directs de chaud bouillant, c'est qu'on va essayer d'aborder un peu les filières du café et comprendre un peu mieux ce qui se passe finalement au niveau des systèmes d'achat, la question des labels, la qualité, tout plein de questions qu'on peut se poser quand on consomme du café et qui finalement restent plus ou moins opaques quand on n'est pas investi dans la chaîne du café. Euh, donc, euh, donc voilà, aujourd'hui on va faire ce chaud bouillant en français. Donc ce qui est cool aussi puisque je vais alterner en fonction des invités le... Donc 3, 2, 1, attention la connexion est en cours et on va commencer. Hello, Hello, bonsoir tout le monde. Ça ça va? va? Ouais, très bien, merci. Et toi? Yes, cool. Ben, merci de nous rejoindre pour ce premier chaud bouillant en français. On va le faire en français, Très bien. hein, c'est OK pour toi? Ouais, pour moi c'est bon. Ok, cool. Donc bienvenue. D'ailleurs, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaîtraient pas? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Dayo. Je suis originaire de Gand, en Belgique, et ça fait aujourd'hui presque 7 ans que j'habite à Lille, en France. J'ai débuté un peu ma carrière dans le café en 2011 en Australie, où petit clin d'œil à Ali, j'ai aussi commencé en tant que dishwasher dans un Ok, coffee shop. très bien. Et Comme beaucoup, comme beaucoup. ouais, c'est ça. Donc, pour être honnête, j'étais plus attiré par les sandwichs au début quand j'ai postulé, et c'est seulement après que j'ai appris le café, qui m'ont fait boire un flat white, un espresso, et que j'étais, bah, c'est quoi ça? Ça m'a vachement intrigué. Et quand je suis rentré en Belgique, ensuite, j'ai continué à faire un peu des extras, mais c'était juste pour le fun. Je trouvais ça cool. Mais à l'époque, j'étais professeur de sport. Ok. Donc ça, c'était vraiment mon choix de carrière. Mais comme quand tu te lances en tant que prof, tu fais beaucoup de remplacements, ben ça tombait bien que je pouvais faire des extras en tant que barista. Et en fait, finalement, je me suis installé à Lille avec ma copine qui est française, et c'est là-bas où j'ai rencontré Coffee Makers qui venait d'ouvrir en 2013, et c'est vraiment là-bas que j'ai découvert tout l'univers du café de spécialité. Parce que jusque-là, le café, je savais faire du latte art, un espresso, tout ça, mais jusqu'à ce moment-là, je connaissais pas les différences entre les origines. Euh, et ensuite, la prochaine étape, c'est en 2016, quand je suis parti au Brésil pendant 9 mois avec ma copine pour Yes. vivre vraiment en immersion, de tout apprendre le plus possible sur tout ce qui passe dans les pays producteurs, parce que c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. Et donc, c'est peut-être par Génial. rapport à ça que je peux partager pas mal de choses. J'ai pu vivre avec une petite famille de producteurs qui étaient justement en train de se transformer vers le café de spécialité à ce moment-là. Donc, c'était une expérience hyper riche de voir vraiment les challenges à l'intérieur de la famille, comment ça se passe. Et donc, cette expérience notamment m'a énormément fait développer mon palais, mes compétences de dégustation. Et suite à ça, j'ai commencé à participer au championnat de France de Cup Tasters que j'ai gagné 2 fois. Et l'année dernière, j'ai remporté la deuxième place de championnat du monde, qui était un peu le climax jusque-là dans ma carrière. Ouais, c'est cool. Et ouais, et Félicitations maintenant d'ailleurs. merci, c'est gentil. Un Belge d'ailleurs. Yes. Mais non, c'était super cool de pouvoir représenter la France, vraiment top. Et aujourd'hui, je lance Café Mood à une torréfaction à Lille d'ici quelques semaines. Donc, Mais oui, j'ai vu passer ça. C'est tout nouveau le fait que tu lances officiellement ce projet en fait. Donc, ça sera quoi? Ça sera un coffee bar? ce Ça sera sera une vraiment torréfaction? une torréfaction dans un premier temps, vraiment un peu comme Wide Awake à Bruxelles, donc un lieu, Ouais. un atelier avec un espace boutique pour vendre comme en direct, pour garder un lien direct avec les clients, mais pas dans le but de s'installer, de travailler sur place.
Il y Ouais, aura c'est ça. des C'est pas horaires un lieu d'ouverture Eureka, assez réduits. mais ouais, tu seras plutôt fournisseur alors du coup. Oui, Torréfacteur, exactement. fournisseur. Ok, Exactement. cool. Ouais, super parcours. Donc effectivement, ben nous on s'était rencontrés chez Or quand je Oui, travaillais à la torréfaction et tu étais venu un peu présenter. C'était quoi? C'était pour le Brewers Cup à ce moment-là. c'est Et ça. donc, tu peux nous expliquer en quelques mots parce que finalement toi tu étais prêt à participer au championnat et puis qu'est-ce qui s'est passé alors? Ben, il y a la Covid, donc tout ça, ça s'est annulé malheureusement. Et Mais donc ça s'est complètement annulé ou il y a eu quand même des alternatives qui ont émergé ou rien du tout et donc tout ça est tombé à l'eau? c'est un peu tombé à l'eau. C'est prévu pour l'année prochaine, mais voilà, on va voir ce que Ok, ça donne. ouais. Moi, j'avais justement amené avec moi 10 kilos de café dans mon sac à dos de la famille du Brésil, donc Bah je ça me tombait rappelle, ouais. super bien. Et voilà, donc je pourrais pas faire la même chose l'année prochaine. Mais bon, pour moi, toute compétition, il y a toute la partie de préparation qui est super riche où on apprend beaucoup de choses. Donc heureusement qu'il y a eu ça, mais c'est vrai que c'est dommage que c'est quand même tombé un peu à l'eau. Ouais, ouais, c'est super dommage parce que j'imagine que c'est quand même beaucoup de préparatifs pour préparer un championnat et donc voilà, j'espère que tu auras l'occasion en tout cas de remettre ça quand il y aura des championnats à nouveau en fait, hein, je sais pas très bien quand ni comment, mais J'espère. On va voir. On va voir. cool. Bah donc ouais, tu nous as un peu parlé de ton expérience. Bah, peut-être qu'on peut plonger dans un peu les grandes questions directement. Je Vas-y. propose aussi, il est 19h07, je propose qu'on essaye, vu qu'on est à maximum 1 heure de diffusion sur Instagram Live, peut-être que 10 minutes avant la fin, on pourra faire un Q&A aussi s'il y a des gens qui sont là et qui veulent poser des questions. Euh, mais voilà, mais donc la première question que je pose un peu à tout le monde, c'est un peu la grande question, mais comment est-ce que tu décrirais, toi, la différence entre le café de spécialité et le café de commodité aussi? Parce que j'aime bien parler du café de commodité, vu que on a un peu des gens du café de spécialité, mais c'est peut-être important de parler des deux. Mais comment est-ce que tu Ouais. les différencierais, toi, avec ton expérience Ouais. Je pense que dans les deux cas, il y a toujours une notion de qualité et il y a une notion de prix. Et je pense dans le café de commodité, l'importance est plus menée sur le prix, combien ça coûte, le coût de production, le prix d'achat. Et dans le café de spécialité, on va focaliser plus sur la qualité. Et avec la qualité, je veux dire pas juste la qualité en tasse, mais une notion plus globale, un impact environnemental, social qui vont rentrer en jeu aussi. Et je pense que l'autre grand différentiel, c'est la traçabilité. Là où le café de commodité, on va avoir une traçabilité peut-être régionale, mais ça va être des mélanges de café avec une certaine qualité. Mais dans le café de spécialité, l'idée, c'est d'aller plus loin, d'avoir une traçabilité au plus près possible du producteur. Je pense que ça, c'est une grande différence aussi. quand tu parles de traçabilité au niveau régional, parce que bon, moi, tu vois, je travaille dans le café, mais j'ai très peu d'expérience sur finalement tout ce qui se passe avant la torréfaction, donc je vais vraiment poser des questions qui peuvent peut-être sembler basiques. Mais c'est vrai qu'on est de plus en plus confronté finalement à un très bon marketing dans le café de commodité. Hein, et quand tu parles de traçabilité dans le café de commodité, traçabilité régionale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on remonte jusqu'où et qu'est-ce que ça signifie vraiment en termes de traçabilité? En fait, je peux peut-être essayer Ah, de le faire de partir des décrire. origines. Ouais, Ouais, ok, ouais, voilà, c'est ça. Donc yes. en fait, Ben parle-nous un peu de, ouais, de tout ça alors. un producteur, en fait, par exemple, au Brésil, et là je vais parler du cas du Brésil, mais je pense qu'il y a beaucoup de similarités, notamment avec les pays producteurs en Amérique du Sud, Amérique centrale. En fait, il peut vendre son café dans un marché interne. Il y a des acheteurs qui peuvent l'acheter avec un prix en fonction d'une qualité générale. Et une fois qu'il vend ce café à ces gens-là qui travaillent pour l'industrie du café de commodité, toute la traçabilité se perd. Ils font des grands mélanges d'une certaine qualité et voilà, ça devient finalement un mélange d'une certaine qualité avec un certain nombre de défauts qui va être vendu
comme un café de Brésil ou peut-être au max un café d'une telle région, mais il n'y aura jamais la traçabilité ou la composition de tous les producteurs dans ce lot. Alors, ce qui m'intéresse là-dedans, et je suis super emballé déjà par cette discussion, euh, moi j'ai toujours un peu l'impression que, tu vois, pour le peu que je connais, finalement, que on doit un peu choisir entre les good guys et les bad guys et qu'il n'y a pas vraiment de choses intermédiaires. Et donc, ma question, quand tu parles de ça déjà, de vendre sur le marché local, en tout cas en local, on va dire à des gens qui vont revendre après. Est-ce que, donc on parle du cours de la bourse quand même pour le café de commodité. Est-ce qu'il y a déjà des sortes de premium malgré tout? Est-ce qu'il y a un tri qui est fait par les producteurs ou, bah, sachant que le Brésil a peut-être un modèle qui est très différent d'autres pays où les producteurs ont moins de conscience de ce qu'ils vendent, mais est-ce qu'il y a déjà moyen d'être un petit peu au-dessus du cours de la bourse quand on vend déjà à des brokers en local? Et qui définit la qualité et le prix d'achat? Est-ce que c'est le producteur ou est-ce que ce sont les acheteurs? Ok, super question. Il y a beaucoup de choses. J'ai essayé de le Yes. structurer. Donc, au Brésil, un producteur va vendre le café vert. Il y a d'autres pays dans lesquels le producteur va vendre du café en cerise ou en parche. En Brésil, en fait, le prix est fixé par sac de 60 kilos de café vert. Ça, c'est un peu le moyen d'acheter et de vendre. Et ensuite, il y a différents prix locaux qui sont en relation avec le prix boursier. Il y a ce qu'on appelle bebida dura, qui veut dire un café sans défaut majeur, on peut dire autour de 80 points. Ok. Euh, ça va avoir un tel prix. Par exemple, hier, j'ai demandé les prix actuels pour mettre ça un peu en vrai avec le producteur. Il dit que aujourd'hui, le café boursier, donc le C-Price, c'est 2 euros le kilo. Au marché interne, donc si le producteur veut vendre son café Bebida Dura, donc un café correct, mais pas un café de spécialité, il va Ouais. recevoir 1,45 € le kilo. Et ensuite, 1,45 € le kilo, mais c'est-à-dire qu'on est ouais. en dessous du prix de la bourse. Oui, le prix de la bourse, en fait, c'est un prix FOB. Ça veut dire free on board. C'est le prix pour le café dans le conteneur, dans le port d'expédition. Donc, Ok. c'est pas le prix que va toucher le producteur. Donc voilà, là tu vois déjà un peu le différentiel. Waouh, ouais. Donc ça c'est Bebida Dura. Ensuite, si tu as plus de défauts, tu passes à Rio. Et ensuite, plus bas, vraiment avec des gros défauts, vraiment dégueulasses, Riado. Et Riado, non, Rio, c'est 90 centimes le kilo. C'est les prix actuels que j'ai demandé hier. Et Riado, on est encore plus bas, 70 centimes le kilo. Waouh, ok. Donc, sur le marché interne, on peut dire, le café n'est pas scoré, il va pas recevoir un certain score comme dans le SIA, specialty. ouais, ouais. Exactement. Ils vont juste regarder le nombre de défauts du café vert, donc la Visuel qualité alors. visuelle. Ensuite, ils vont goûter et ça rentre. Ils vont même pas faire toute une score, c'est goûte. Ah ouais, Ok. ça va dans cette case, ça va dans cette case, etc. Et, et c'est là où, donc ça c'est on peut dire l'acheteur de commodité. Et c'est là où ça devient un peu flou parce que tu as des agences qui achètent que ça, mais tu as des agences ou des acheteurs qui vont aussi acheter, qui vont donner un premium pour du café qui est de meilleure qualité. Et là, on peut dire à partir de 82, 83 poids, ils vont payer un premium. Mais ce que j'ai vu en réalité, c'est que ce premium, il est souvent très très bas. On parle de 20, 30 centimes le kilo en plus. Euh, donc ça, c'est un peu les options de vente sur le marché interne industriel, on peut dire. Euh, et ce qui est important à savoir, je vais peut-être revenir dessus après, c'est que ces gens-là, ils vont goûter le café, ils vont le recevoir, une échantillon, et en fait, ils vont payer cash tout de suite le producteur. Ça, c'est quelque chose hyper important que j'ai découvert. Euh,
Et en fait, c'est un système qui est important parce que beaucoup de producteurs, ils ont des dettes, donc ils ont besoin de liquidité. Donc parfois, j'ai vu des cas où un producteur pouvait vendre son café, un très bon café, le double du prix de marché. Ben, il a pas voulu, il a préféré avoir tout de suite son argent au prix boursier au lieu d'attendre ou de négocier pour un meilleur prix, de trouver un acheteur et d'être un milieu Potentiellement dans gagnant. le et donc du coup potentiellement un acheteur de spécialité mais qui met plus de temps à trouver, c'est des réseaux parfois plus compliqués à accéder et donc on Exactement, choisit entre le cash direct ou de l'argent un peu plus tard même si c'est plus mais qui est parfois nécessaire plus vite quoi. exactement. Et alors donc ça pour que je comprenne un peu le donc là on va parler quoi plutôt d'exportateurs alors qu'ils vont acheter ces cafés aux producteurs et après eux vont prendre une marge dessus et le vendre à des importateurs au prix du sea market alors ou à un prix parfois plus élevé. Ça, je sais pas, mais on peut dire que là, on part vraiment sur le marché boursier de café de commodité, et là, en effet, on part sur ces prix-là. Mais donc après, et c'est là où ça montre que c'est pas vraiment du noir et blanc. Après, Ouais. tu as aussi des agences de café de spécialité sur place qui vont justement sourcer du café de 80 plus et trouver des acheteurs, soit les acheter en direct avec un prix différencié, soit trouver des acheteurs qui sont prêts à mettre le prix. Et c'est là en fait que tu as une énorme, il y a beaucoup de, Zone grise ouais, ou ouais. c'est ça, il y a des good guys, des bad guys, il y a des importateurs. Ben, par exemple, pour te donner un exemple, moi j'ai découvert ce producteur avec lequel j'ai vécu à travers un café de Square Mile que j'ai goûté Ok. avant de partir au Brésil, qui m'a vraiment bluffé. C'était incroyable, j'avais jamais goûté un café de Brésil si bon, si expressif. Euh, et donc j'ai retracé un peu le café et complètement par hasard, je suis tombé chez ce producteur. Vraiment complètement par hasard, c'était incroyable. Et quand il me dit son nom, j'ai dit mais je connais ce nom. Donc je regarde le sachet, c'était lui et Mais je le non. montre et ils étaient avec les larmes dans les yeux, c'était incroyable. Et donc ils savaient pas que ce café était arrivé chez Square Mile. Mais non. Je te jure. Donc, attends, alors que je comprends, c'est-à-dire que eux l'ont vendu à un prix pour avoir du cash probablement direct alors et ça coupait la traçabilité? Donc, eux, ils l'ont vendu à une agence de café de spécialité qui a gardé toute la traçabilité, qui leur a payé tout de suite, cash, 150% du prix boursier. Donc, quand même, un joli bonus. Mais, et ensuite, ils ont transféré toute la traçabilité à l'acheteur, à SquareMile. Mais ils n'ont pas gardé le producteur dans le boucle. Donc eux, lui, il n'était pas du tout au courant que son café était Waouh, parti ok. en Angleterre. Donc voilà, ça c'était quand même assez intéressant de voir Et ça. petite question un peu, peut-être un peu chaud bouillante, mais est-ce que eux ont réalisé à quel prix était vendu leur café dans les pays consommateurs et est-ce que ça les a choqués, par exemple, ou pas, de voir finalement une très grosse différence, même si le prix d'achat était bon, c'est-à-dire 150% au-dessus du sea market, est-ce que, enfin, était bon, relativement bon, est-ce que vous avez parlé de ça, par exemple, du prix de vente dans les pays, dans les pays consommateurs? Oui, complètement. Et en fait, si tu veux, au Brésil, et c'est là où ça diffère peut-être aussi d'autres pays, maintenant, depuis que j'y étais en 2016, il y a vraiment un marché interne de café de spécialité qui est en pleine croissance. Oui, Et les prix, en fait, ils sont pas si différents que les prix ici. ok, C'est un peu moins cher. L'espresso, tu vas le payer 1,50 peut-être. Mais quand même, pour le pays, ça reste des c'est prix cher. assez élevés, hein. Ouais. C'est assez cher, ouais. Donc il y a un peu les mêmes prix dans le marché interne maintenant. Et du coup, ça leur permet aussi de vendre leur café dans le marché interne, ce qui est super intéressant. Donc eux, en fait,
ils commencent vraiment à établir des relations en direct avec des torréfacteurs au Brésil, des torréfacteurs de café de spécialité. Donc ça c'est une évolution très intéressante pour eux. J'ai une petite question de Thibaut qui dit 150%, on dit 50% en plus, donc par rapport à 1 € le kilo, on parle de 1,50 € le kilo. Alors, Ouais, le sea market, on est à peu près à 2 € le kilo. C'est ouais. ça, hein? Donc j'avais dit donc le prix de base que eux ils appliquent pour un café correct, c'était le 1,50. Et en fait, ils ont reçu 50% supplémentaires, donc 2,25 si je fais les calculs en euros, le kilo, pour ce lot à l'époque. Euh, Aujourd'hui, ils ont réussi à trouver, donc ça c'était un bonus qui était OK, mais finalement, je vais revenir peut-être plus tard sur le coût de production. Ça, c'était pas assez en fait. Donc aujourd'hui, ils ont établi des meilleures relations, des gens qui achètent vraiment au prix correct. Et là, on est plutôt sur des prix x3. Donc Fois 3. 300%, ouais. Donc, Donc, attends, donc ça veut dire 4,50 € ou 7,50 ouais, €? 4,50 7,50 €. €. 4,50 €. 4,50 €. Ça, c'est Et un peu ça, le baseline. et ça, c'est un prix qui n'est pas un FOB price. C'est vraiment le prix qui est payé au producteur, quoi. Donc, Exactement. pour ceux qui nous regardent, le FOB, c'est-à-dire que c'est un prix qui est prêt à être, c'est un café qui est prêt à être exporté. Ça veut dire qu'il y a un exportateur ou d'autres intervenants qui ont pris leur commission en plus au moment où on parle du prix FOB. Là, on parle d'un prix qui n'est pas FOB, qui est, comment est-ce qu'on appelle ça d'ailleurs? Le prix producteur? Ouais. Ok. Ouais, je sais pas s'il y a une abréviation pour ça, le prix prêt à l'export. Ouais. Donc c'est 60 kilos en sac Grain Pro trié, Ouais. voilà, prêt à être utilisé. Ok, alors pour un peu continuer, mais je pense que tu vas là peut-être que tu as atteint tes limites, mais donc quand effectivement une question que je me pose, c'est donc là on comprend déjà un peu mieux finalement le système d'achat, mais moi quand je vois ici en étant dans un pays consommateur et non producteur, je vois beaucoup de vieilles torréfactions un peu old school qui marketent des cafés d'exception, des grands crus et des choses comme ça. Et où finalement, quand on va sur leur site internet, il n'y a pas le nom d'une coopérative, pas le nom d'un producteur. Et ce sont des cafés qui sont finalement à des prix assez bas par rapport aux cafés de spécialité, mais assez élevés par rapport aux cafés de commodité. Et c'est vrai que la question, j'ai jamais eu l'occasion de parler avec des gens de ce genre de torréfaction. Et donc, l'idée, c'est pas de diaboliser, mais moi, je n'arrive juste pas à comprendre si ces gens-là achètent effectivement des cafés plus chers à des gros importateurs qui marketent peut-être plus de qualité ou qui font un screening ou un tri au dry mill ou au moment de l'arrivée du grain, ou est-ce que, enfin, qu'est-ce que ça représente finalement des grands crus de commodité? Parce que c'est un peu ça que c'est. Complètement. Pour te donner un exemple concret, je comprends complètement de ce que tu parles. Ici à Lille, il y a un torréfacteur industriel, je vais pas citer de nom, qui vend ce genre de café. Ils vendent des cafés de Cup of Excellence, qui est une compétition de café vraiment C'est de pas haute mal quand même. qualité. Ouais, ouais. Exactement. Mais en fait, ils vendent des cafés, des lots qui ont déjà 10 ans. Ah, mais non. Ok. Donc c'est des vieux cafés, quoi. C'est des Le vieux café en grain cafés. vert, il est bon à 1 an, mais pas après 1 an, ça devient compliqué, on va dire. Exactement. Donc en fait, c'est des cafés d'exception qui n'ont pas été vendus, je pense, par les exportateurs, les importateurs, pardon. Donc en fait, ils les vendent à un prix cassé. Les torréfacteurs industriels l'achètent, le marketent comme un café d'exception, mais il n'y a plus rien dans ce café. C'est du boisé, il n'y a plus rien. Mais là, on n'est pas. Ok, malgré tout, on est dans un prix qui est plus bas, mais à la base, on est quand même dans du café de spécialité. Mais est-ce qu'il y a des grands crus de commodité qui ne sont pas issus du Cup of Excellence? Et tu vois, moi, en fait, la question qui est là derrière, c'est de savoir si les exportateurs peuvent créer ou marketer ou créer une sorte de qualité additionnelle par rapport à ce qu'ils ont acheté à un producteur, en triant la taille des grains, en triant un peu plus les défauts visuels et en faisant qu'il y a des lots peut-être qui vont vendre plus cher à des torréfacteurs old school, bienveillants, malgré tout, s'ils connaissent pas très bien le boulot, mais de se dire, là, j'achète un café plus cher et il doit être très bon. En gros, hein, pour un peu. Ça, je saurais pas te dire comment ils font.
Mais les Ouais, pratiques que je vois, c'est qu'ils achètent du old crop et qu'ils achètent ça à des prix cassés ouais. pour vendre du rêve, mais c'est pas bon. Alors, peut-être pour embrayer sur une autre question, parce que, bon, j'insiste un peu. Moi, c'est vrai que dans les cours et les tours que je donne, je parle un peu de ces sujets-là. Et c'est vrai que je donne souvent l'impression de considérer que finalement, le commodité, c'est les bad guys, le spécialité, c'est les good guys, et qu'il y a pas grand-chose au milieu. Euh, mais l'idée de ces talks, c'est justement de mieux comprendre les choses. Et donc, la question suivante, en fait, c'est est-ce que tu penses que pour un producteur, et donc basé sur ton expérience de plusieurs mois au Brésil avec des producteurs, est-ce que tu penses que le marché de commodité, il est malgré tout nécessaire parce qu'on ne peut pas cultiver que du specialty? Alors, dans la ferme ou dans la fazenda où toi tu étais, est-ce qu'il y avait que du specialty? Non, c'est une très bonne question. À ma connaissance, il y a quasiment aucun producteur qui arrive à faire du 100% specialty. Déjà, tu as toujours des défauts. Même si tu fais un tri manuel, sélectif, tu as toujours des grains pas mûrs ou trop mûrs qui tombent dans le panier. Donc voilà, 100% specialty, ça n'existe pas. Le producteur où moi j'ai vécu, Dénéval, il fait à peu près 50% de specialty aujourd'hui et 50% qui vend au marché interne. Pour dire, C'est beaucoup ou pas beaucoup pour un producteur de specialty? c'est- j'aimerais savoir aussi, je Ah, sais pas. ok. Je saurais pas te dire. Après, j'imagine qu'il y a un peu de tout. Tu as des producteurs superstars, je pense, qui vendent plus que 50% peut-être, d'autres qui vendent moins. Mais de ce que j'ai compris, c'est quand même que tout le monde vend au marché interne. Et il y a différentes raisons. Le coût de production est moins élevé. Ils peuvent avoir du cash tout de suite. Et après, il faut avoir un marché en face qui est prêt à payer plus cher. Euh, et, et en fait, c'est un chemin qui prend du temps. Ouais. Dénéval, ça prend 10 ans qu'il a commencé ce chemin vers le café de spécialité. Et c'est petit à petit qui fait cette transition vers le café de spécialité. C'est ça qui est vraiment important à comprendre, que c'est pas on pense parfois, quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit, ah ouais, mais on va commencer à faire du tri sélectif, on va installer des lits suspendus, on va commencer à faire des expériences, mais c'est beaucoup plus Ouais, fastidieux, quoi. complexe que ça de vraiment changer vers le café de spécialité. Mais ça a vraiment changé sa vie. Et donc, c'est vraiment le chemin pour des gens, pour des producteurs vraiment passionnés. Il y a vraiment un futur dans ça. Donc, quand je parle avec lui, ça a vraiment changé sa vie et Et c'est vraiment très positif. j'ai deux questions par rapport à ça. Comment est-ce que lui, il a pris conscience du fait qu'il voulait faire une révolution pour passer en café de spécialité? Et l'autre question, c'est quoi la vie d'un producteur de commodité? Enfin, c'est très vaste comme question, mais quand tu dis ça a changé sa vie, apparemment pour le meilleur, mais comment était sa vie avant? Genre, c'était la méga galère où on survit plus ou moins? Ou c'est quoi finalement un producteur de commodité? Donc, en fait, pour te visualiser un peu, il habite dans une vallée avec une trentaine d'autres producteurs, dont il y a beaucoup de familles. À la base, c'était son arrière-grand-père qui avait toute la vallée, genre des centaines d'hectares. Et après, petit à petit, ils ont commencé à diviser. Donc, tous ces autres personnes dans la vallée, ils font du café de commodité. Et en gros, ils font au plus vite possible. Leur but, c'est juste de produire le plus de volume possible, de le sécher le plus vite possible, de le vendre le plus vite possible pour ensuite être tranquille. Et Et avoir du après, cash. Ouais. vraiment, c'est ça. Et après, vraiment, pendant 6 mois, parfois, ils foutent rien, ils sont tranquilles et ils voient ça vraiment comme un moyen de faire de l'argent. Et donc aussi, ils ont aucune reconnaissance de moment qu'ils vendent leur café aux acheteurs. Ben, ce café, il part dans ce Ouais. système boursier. Et là, c'est là où il y a vraiment une différence avec le café de spécialité. C'est là où ça a vraiment changé sa vie, Dénéval. C'est de commencer à être reconnu pour son travail,
pour rencontrer des gens qui le remercient pour ce qu'il fait, qui le félicitent. Donc il y a tout ça. Et après, il y a aussi une partie personnelle de lui qui a vraiment envie d'arrêter les pesticides, de mieux traiter la nature autour. Et tout ça, en fait, pour pouvoir faire tout ça, il faut aussi avoir une meilleure rémunération pour faire toute cette transition. Et donc, c'est pour ça que pour lui, le café de spécialité, c'était le chemin à suivre. Bon, ben, tu nous amènes forcément à une autre question un peu chaud bouillante, j'ai envie de dire, c'est la question des labels. Donc, quand tu parles de sortir un peu des pesticides, de ce genre de choses, bon, c'est une question récurrente aussi dans ces lives. Mais quelle est ton opinion sur la question des labels par rapport à ce que tu as vu au Brésil, en fait, avec ce producteur? Est-ce que est-ce que le gouvernement brésilien ou des associations aident à labelliser? Est-ce que c'est important pour quelqu'un qui est en révolution du café pour passer du café de commodité au café de spécialité? Est-ce qu'on pense au label dès le début ou est-ce que c'est un investissement allez, un peu compliqué à faire? Est-ce qu'il produit du café labellisé? Et si oui, quel label? Comment ça se passe? Là-bas, donc après c'est aussi, je l'ai pas précisé avant, mais le Brésil c'est un pays énorme et très complexe. Donc on pense très souvent à les méga fermes qui récoltent tout mécaniquement. Il y a ça, mais il y a beaucoup de petits producteurs également qui ont parfois même juste 1 hectare. Et notamment dans la région dans laquelle vit Deneval, c'est Espírito Santo. C'est une région qui a des conditions climatiques complètement différentes par rapport au reste du Brésil, notamment le Minas Gerais, où on a des plateaux, des grosses fermes. Espírito Santo, il y a beaucoup plus de petits producteurs. Donc, en termes de certification, c'est des coopératives qui sont certifiées parce que ça coûte beaucoup d'argent de faire ces certifications. Et c'était une question qui m'intéressait aussi beaucoup de voir est-ce que ça a un impact pour le producteur. Euh, Malheureusement, le producteur touche rien de cette commission. Euh, Finalement, en fait, l'argent reste dans la coopérative. C'est ce que moi j'ai vu au Brésil. Donc, pour moi, toute la certification commerce équitable, je vois vraiment pas la valeur. Pour moi, c'est les intermédiaires qui récoltent l'argent dans la plupart des cas. Euh, donc voilà, Mais surtout pas pour le café de spécialité. est-ce que ça veut dire que, par exemple, donc la Fazenda, donc, c'est Deneval, c'est ça? Ouais, ça c'est le Ouais. nom du producteur et la ferme s'appelle Sitio Cordilleras. Ok. Et donc, est-ce que Deneval, en tant que producteur, il appartient à une coopérative et qui gère cette coopérative? Non, Ok. non, il y a quelques personnes de la vallée qui adhèrent à une coopérative dans la locale, mais pas d'Eneval parce que pour lui, il n'y a pas vraiment pas de valeur ajoutée d'y adhérer. Et quel est l'intérêt pour alors les autres producteurs est-ce que tu sais quel est leur intérêt d'être en coopérative? Honnêtement, je sais pas. C'est d'avoir peut-être une certaine tranquillité, de savoir qu'ils vont toujours acheter leur café. Après, il y a aussi toute une question et ça, je parle d'un cas concret. Je ne dis pas que tous les coopératives sont comme ça, pas du tout. Mais les coopératives en question, en fait, ils financent, ils donnent du crédit en fait aux producteurs. Et ils vendent aussi des produits, des engrais, des pesticides. Donc en fait, il est quelque part un peu coincé avec cette coopérative parce que en fait, il rembourse ses dettes en café vert. C'est un peu ça ce que j'ai compris. Ah waouh, ok. Tu vois? Donc euh, je connais pas les détails complètement parce que Bénéval, il travaille pas avec lui, mais il m'a expliqué un peu comment ça marche. Et donc, c'est pour ça, commerce équitable, coopérative, moi j'ai vu, c'était un peu louche. Ok. Une autre question, donc en développant un petit peu finalement cette révolution du café de spécialité dans sa plantation, en fait,
Est-ce que ça veut dire qu'il est plus en contact aussi avec des torréfacteurs au travers de micro-importateurs? Est-ce que ça permet de plus développer les liens sur la chaîne du café que d'être juste cantonné à la coopérative ou aux acheteurs locaux? Est-ce qu'il a un meilleur retour direct en fait sur son café? Oui, exactement. C'est ça pour moi toute la valeur de la chaîne de café de spécialité vers là où il faut qu'on aille, ou qu'on est en train de, ouais, c'est ce qu'on est en train de faire, de justement de donner un visage au producteur, de mieux le rémunérer et en fait de tourner un peu lui donner le pouvoir là où le marché de commodité, le pouvoir est aux financiers et aux acheteurs. Et en fait, il faudrait qu'on tourne ça vers le producteur. Et je fais souvent en fait les liens avec le monde du vin. Un vigneron, c'est lui en fait qui va déterminer son prix en fonction de son coût de production, en fonction de ses collaborateurs. Ils vont ensemble en fait déterminer un prix qui est juste pour tout le monde. Et je pense que c'est vers là où il faudrait aller, au lieu Mais de ça veut dire qu'il faut sortir de la bourse, puisque c'est la bourse qui donne les prix pour l'instant. qui donne une certaine indication de prix. Ouais, Oui, ok. bien sûr. Mais Ouais, pour ouais. Maintenant, je parle de café de spécialité. Je parle pas du tout de producteurs de café de commodité. Mais ouais, pour ouais. moi, d'une manière générale, en fait le point de départ, ça devrait être le coût de production du producteur pour n'importe quel café. Et pour revenir sur la complexité du Brésil, donc on a des fermes qui récoltent tout mécaniquement avec un coût de production très très bas. Et on a des tout petits producteurs qui se retrouvent sur dans des conditions vraiment compliquées, très montagneuses, très avec beaucoup d'humidité, moins de récoltes, donc des coûts de production beaucoup plus hauts, et on a le même prix boursier, ce qui est complètement Ah, fou. waouh, waouh, ok. Tu vois, donc ça, c'est vraiment très complexe cette donnée et c'est ça qui est vraiment pas juste. Et du coup, les grands acteurs, ils arrivent à faire des bénéfices avec les prix boursiers. Donc Avec eux, le en volume, fait, en fait. c'est ça, avec leur coût de production qui est très bas, eux, ils arrivent à faire du café, donc ils continuent à planter et ils maintiennent ce système boursier. Pour eux, il n'y a pas de souci. Et c'est les petits qui coulent. C'est ça la Ouais. complexité. Euh, est-ce que toi, quand tu étais au Brésil, donc est-ce que le producteur chez qui tu es resté, est-ce qu'il arrivait à produire du 90 plus, enfin, des cafés vraiment qui allaient au-dessus des 90, qui sont finalement assez rares sur le marché malgré tout? Ou là, on peut vraiment Ouais, parler de grand cru dans une certaine mesure? ouais, exactement. Il en produit pas tous les ans, mais quand j'étais, il a gagné le deuxième meilleur café du Brésil avec un café qui était noté juste 90 points, un Et, Catucaí nature. mais alors, est-ce que le voyage d'un café 90 plus comme ça est différent des autres cafés qui vendent en général? Est-ce que ces cafés-là ont un destin, un voyage particulier avant d'arriver dans un pays qui va le torréfier et le consommer? Là, tu parles de la partie de production. Comment lui, il va prendre soin de ça ou après? Un peu des deux, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il est vendu dans les mêmes filières ou est-ce qu'il est vendu aux enchères ou quel est le voyage d'un 90 plus selon ce que tu as peut-être pu voir ou pas, hein, j'en sais rien. Ok. Mais déjà, lui, il a identifié. Donc, je vais revenir un peu en avant. Quand moi je suis arrivé en 2016, il goûtait pas ses propres cafés. Donc, il avait des gens de confiance, des curators dans la région qui goûtaient ses cafés, qui donnaient des Waouh. notations. Mais au moment que je suis arrivé, c'était pour ça que c'était hyper riche cet échange. Il venait d'acheter un torréfacteur d'échantillons. Donc en fait, Ok. ensemble, on a commencé à torréfier les échantillons de toute la ferme pour comprendre les différents cafés qu'il avait. Et c'est là qu'on a compris qu'il y avait une parcelle avec une variété qui s'appelle Catucaí, qui donnait toujours des super bons cafés. Et à partir de ce moment-là, il a commencé vraiment à se séparer, à plus prendre soin de cette parcelle parce qu'il savait qu'il y avait un grand potentiel. Et c'est cette parcelle qui a été scorée à 90 points
l'année où j'étais. Waouh, donc Et c'est donc, hyper encourageant pour un producteur. En fait, c'est fou que les producteurs ne goûtent pas leur café. C'est un truc de dingue. On se rend pas compte à quel point c'est important pour pouvoir définir la qualité. Euh, c'est hyper important, exactement. Et donc finalement, donc ce café, il a réussi à le vendre à peu près. Il a vendu en direct. Nous, on a acheté un sac avec Coffee Makers et il a aussi vendu un ou deux sacs à un torréfacteur au Brésil. Mais ok, donc tout est vendu en direct, pas aux enchères. ok. Donc vraiment à des gens qui veulent acheter en direct. Et, j'ai une autre question en fait. Souvent un peu dans la crème de la crème du café de spécialité, on parle souvent du commerce direct, mais finalement techniquement entre le commerce direct et les vraies filières courtes, je pense que l'impact positif est le même. Mais quel est ton avis sur la question? Et finalement, c'est quoi le commerce direct? Parce que le marketing commence de plus en plus à jouer sur ces mots-là avec des sociétés qui n'en font pas. Quel est ton point de vue là-dessus? Quelle est la vraie manière de faire du bien finalement au-delà du commerce direct ou filière courte? C'est une super question, merci de la poser. Euh, pour moi, il y a un rôle hyper important qui a toujours été un peu pas mis en valeur, mais inclusivement, quand je suis arrivé au Brésil, je me suis dit, je vais acheter du café direct du producteur. Les importateurs, ils prennent l'argent, c'est pas bien. Mais j'ai complètement revu mon opinion sur ça en étant sur place. Pour moi, les importateurs jouent un rôle clé dans ça et ils ont vraiment toute une valeur ajoutée de transport, de finance, de contrôle qualité qui font pour moi partie de cette filière courte. Je pense que ce qui est clé, c'est d'établir des relations sur le long terme avec des prix qui sont corrects pour tous les acteurs et vraiment inclure un importateur de confiance, un exportateur de confiance, un producteur de confiance et travailler en fait avec ces personnes-là sur le longue durée. Pour moi, c'est vers ça qu'on doit aller pour une filière courte durable. Bon, ça paraît faire sens hein, de ce que tu dis, évidemment, mais en tant que consommateur, tu vois, tout en bas de l'échelle, qui connaît pas bien le café, c'est extrêmement difficile de s'y retrouver parce que je le vois bien, même chose quand je donne les cours et les tours, j'ai des gens qui reviennent chez moi après avec des photos de différents cafés en disant je suis complètement paumé, on parle de la coopérative, des notes gustatives, il y a plein d'informations, mais est-ce que c'est du café de spécialité? Et sous-entendu, est-ce que le producteur touche vraiment de l'argent? Bon, c'est très très compliqué, il n'y a pas une réponse, mais quels peuvent être des indicateurs réels pour un consommateur? Est-ce qu'il y a des indicateurs réels en fait pour un consommateur en supermarché ou même en dehors qui va avoir des cafés très bien marketés, mais comment on peut lire entre les lignes? C'est une bonne question et tu vois que les industriels ils commencent à reprendre les codes du café de spécialité. Il y a 2 semaines, j'ai vu au supermarché un sachet avec tous les données, donc la Je traçabilité. crois que je vois duquel tu parles, mais non, mais il y a C'est un nouveau packaging ici en Belgique, en tout cas en supermarché, qui donne l'impression d'être le meilleur café de spécialité de la Terre et le prix du paquet est le même que la plupart des autres cafés dans le rayon. Mais le packaging est vraiment très très bien fait, en fait, très lumineux, très blanc, très bright, beaucoup d'informations, mais des informations qui remontent à une coopérative. Et c'est vrai qu'on ne sait pas ce que ça signifie une coopérative. Mais je te laisse terminer, pardon. Oui, donc ouais, c'est exactement ça. Donc pour moi, si on veut vraiment être déjà au supermarché aujourd'hui, trouver un café de spécialité avec une bonne torréfaction, c'est très peu probable. Il y mhm. en a peut-être qui arrivent dans des petits supermarchés, mais c'est peu probable. Si on veut vraiment si on veut acheter un café de spécialité, déjà il faut s'adresser à des torréfacteurs locaux, je dirais indépendants. Et pour moi, c'est dans la communication. Euh, non, ça commence avec le goût. Pardon, ça commence avec le goût. Je pense que un café de spécialité devrait avoir un goût différencié supérieur. Donc c'est la première chose qu'on devrait retrouver
dans un bon café. Et ensuite, pour être sûr que c'est vraiment un café durable qui est acheté au prix juste, je pense que là, c'est au torréfacteur dans sa communication, de, dans sa façon de parler, de mettre en avant ce café qu'on va croire ou pas croire ou qu'on va voir qui fait vraiment du travail équitable, durable sur le long terme avec des producteurs en direct. Mais je suis complètement d'accord, c'est difficile et ça devient de plus en plus difficile de vraiment se positionner, d'évaluer ça. Bon, j'ai un peu encore des questions chaudes bouillantes, on va dire. C'est un peu le truc récurrent, mais est-ce qu'on peut dire, pour parler des labels sans les diaboliser, parce que je pense que ils ont un rôle à jouer malheureusement dans une industrie en crise et on peut pas tous se permettre d'acheter des commodités en révolution au prix correct parce que ce sont des prix importants et il faut parfois faire des choix. Donc moi, je sais que dans d'autres industries, si je peux pas payer du bean to bar ou du direct, je vais me pencher sur un label équitable parce que je sais que c'est quand même mieux que rien malgré tout. Mais est-ce qu'on peut dire que les cafés bio sont des cafés de spécialité et est-ce qu'on peut dire que les cafés équitables sont des cafés de spécialité? Euh... il peut, il peut y avoir les deux. C'est vraiment difficile à savoir parce que on peut avoir un café de spécialité qui finalement est peut-être correspond aux critères gustatifs 80 plus, mais qui est peut-être pas acheté d'une manière vraiment très équitable. Ça existe, mais et l'inverse, donc c'est assez difficile à- Mais alors, je vais un peu pousser la question parce que, bon, au niveau, allez, perso, à mon avis, je pense que la plupart des cafés bio sont malheureusement de commodité, mais il y a des torréfactions qui commencent à travailler le label bio en spécialité parce qu'il y a, en fait, il y a une demande pour ça. Hein. C'est pas le futur du café, mais il y a une demande pour ça, donc on essaye d'y répondre pour ouvrir des marchés. Mais moi, j'ai l'impression, et dis-moi si je me trompe, qu'un label équitable ne sera pas, en général, pas du café de spécialité, puisqu'il est plus ou moins lié au cours de la bourse avec des premiums, alors que les cafés de spécialité sortent de ce schéma de bourse. Mais peut-être que je me trompe. Quel est ton avis là-dessus? Non, 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 t'es complètement, t'as complètement raison par rapport à ça. En effet, le label de commerce équitable, il est vraiment collé sur ce schéma boursier. Tout à fait. Et c'est là, si on parle de label, moi, je pense que je mets plus de valeur au label bio. Et c'est vrai que traditionnellement, on trouvait que des cafés de mauvaise qualité parce que ça venait des coopératives, c'était exactement aussi collé sur le prix boursier, donc un petit différentiel. Mais maintenant, on voit des vrais cafés de spécialité de qualité qui sont certifiés bio et on voit de plus en plus qui sont vraiment très Ouais. bons. Et je pense que ça, il y a quand même vraiment une valeur dans ce label. Après, comment c'est pour le producteur de mettre ça en place? C'est là où je connais pas assez les démarches à suivre pour un producteur à se faire certifier bio. Oui, oui, moi, d'après ce que j'entends un peu dans les talks justement de la SIA, c'est vrai qu'un petit producteur, il a tellement de paperasserie et de prix à payer que c'est vraiment impossible et c'est plutôt des coopératives qui vont pouvoir labelliser, alors que beaucoup de cafés sont produits de manière bio, mais ne sont pas labellisés, quoi. C'est ça, exactement. C'est ça. Quand, quand tu parlais aussi justement, quand on parlait du fait que qu'un producteur est mieux connecté quand il vend dans le marché spécialité jusqu'à des torréfacteurs via les importateurs et que tu as un peu changé ton idée sur le métier d'importateur, est-ce qu'on peut, c'est un peu une fausse question, mais est-ce que le métier d'importateur finalement est un métier qui change et pour le mieux dans le sens que c'est plus un mur contre la transparence, mais que ça devient plutôt un connecteur et qu'on a de plus en plus de micro-importateurs, contrairement aux traditions du commodité qui sont des gros importateurs qui mélangent tout et qui coupent un peu la transparence. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as vraiment vu et voilà, en étant au Brésil sur des plantations?
Oui, complètement. Parce que au Brésil, j'avais un peu peur d'aborder la question à des importateurs. Genre, est-ce que vous pouvez importer le café que je vais acheter direct du producteur? Et en fait, j'avais un peu peur, mais ils étaient très réceptifs à ça. Et je crois. Après, il y a de tout type d'importateurs, mais je pense qu'on voit vraiment une évolution et qu'ils comprennent en fait qu'ils ont besoin de donner cette possibilité aux torréfacteurs d'aller vraiment au plus près possible du producteur et que eux ils connectent. Ouais, je vois vraiment ça et je vois vraiment leur valeur dans toute cette chaîne. C'est un boulot hyper important qu'ils font. Cool. Alors j'ai un peu, oui. Alors une question très un peu pratico-pratique. Mais donc toi, tu vas avoir ta torréfaction là. Enfin, quand est-ce que le projet va vraiment ouvrir? Quand est-ce que tu vas vendre ton café? Je vais lancer les préventes. Je vais lancer une campagne Ulule à la fin de la semaine. Et Waouh, trop bien. Ok, ouais, yes. très bientôt. Bon, tu me tiens au Euh, courant. Je reposte à fond. On est là, quoi. c'est cool. C'est super cool. Et ensuite, il y aura des travaux à faire pour la boutique, pour le rendre accessible aux clients. Donc ça serait pour début 2021. Mais je peux déjà lancer la production. Et alors, toi, en tant que torréfacteur, futur torréfacteur, euh, quelles sont tes options d'achat en termes de café, sans nous expliquer à qui, quoi, comment, mais quand je parle avec des torréfacteurs de spécialité, souvent ils sont connectés que à des importateurs qui ne font que du café de spécialité. Et donc souvent, les torréfacteurs ont de la peine à me parler des filières du café, de ce qui se passe avant, parce qu'en fait, ils ne travaillent finalement qu'avec des importateurs qui ont en tout cas une filière ou une partie de la société qui ne vend que du café de spécialité. Mais est-ce que toi, est-ce que tu connais un peu les options quand on achète du café? C'est quoi? On a un catalogue avec des prix C Market, avec Premium, et puis bam, direct, le spécialité 5 fois plus cher? Ou est-ce qu'il y a un catalogue des cafés chez les importateurs? Quelle est ton Ouais, expérience là-dessus? ouais, complètement. Déjà, il y a beaucoup d'importateurs qui font un peu les deux, qui ont quand même une gamme plus classique et après une gamme de cafés de spécialité. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est un catalogue avec des références, des noms des fermes, des variétés, des process, des années de récolte, des prix. Ensuite, on demande des échantillons, café vert ou torréfié. On goûte et on peut acheter des cafés qui sont spots, qui sont dans leur entrepôt ou au port qui peuvent arriver donc très vite à la torréfaction. Ok, alors encore fait deux questions avant qu'on arrive tout doucement à la fin. C'est quoi pour toi le meilleur café au monde? Ça, c'est un peu la Moi, question ouais. récurrente ici. Moi, à chaque fois que je bois un café d'Éthiopie, je trouve ça quand même fou que des cafés sauvages, c'est quand même toujours quelque chose de très spécial. Je trouve un goût, une complexité qu'on peut difficilement retrouver dans d'autres pays. Donc pour moi, je pense, les très bons cafés d'Éthiopie, ça Ah, reste parmi les meilleurs. Et allez, toi? cool. Moi, je trouve que le meilleur café au monde, c'est le café qui rend les gens heureux au moment où ils le boivent. Parce que je vois souvent, quand je donne des cours, en fait, les gens découvrent un monde, ils sont complètement estomaqués, surtout quand on fait, bon, je le fais plus sous forme de cupping, mais je fais des dégustations au thermos à la fin, etc. Et c'est vrai que les gens, tout à coup, ils basculent dans quelque chose où ils ont l'impression maintenant qu'ils doivent rechercher the golden cup tout le temps, et donc ils sont un peu perdus. Et en fait, parfois, ils arrivent même plus à avoir du réconfort ou du confort avec le café. Et souvent, je dédramatise un petit peu en disant, écoutez, il y a des options, mais gardez en tête que vous devez avoir du plaisir avec votre café et que ça sera le meilleur café du monde, c'est celui qui va vous rendre heureux. Après, sur un plan technique et terroir, effectivement, on peut avoir une discussion plus, voilà, plus technique, très clairement, hein, mais il y a beaucoup de gens qui sont heureux avec leur café toute leur vie en buvant du café de commodité avec du sucre et du lait et qui Com- pour eux c'est le meilleur café du monde, quoi. Complètement d'accord. Ouais, Alors ouais, qui chie moi pour remettre ça en question, voilà. Mais c'est ça. C'est ça, non, complètement d'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois oui, qu'il nous reste 5 minutes. C'est peut-être le moment. yes. Si vous avez quelques questions,
Le temps que peut-être on voit une ou deux questions s'afficher, moi je vais vous parler aussi d'un Kiss Kiss Bang Bang, donc d'un crowdfunding d'un lieu à Bruxelles qui s'appelle Pardon. Et qui en fait vont essayer de commercialiser leur spéculoos maison, une gamme de biscuits. Et en fait, c'est un lieu que j'aime beaucoup parce qu'il fait partie d'un des coffee tours. Et en fait, c'est un lieu typique où je parle de l'importance des cultures locales en relation avec le café de spécialité et du problème de la globalisation du café de spécialité. Et donc, pour moi, c'est un lieu où on ne va pas avoir un flat white avec un carrot cake ou un brownie, mais on va avoir un café avec un spéculoos maison. Et c'est important pour moi de rester connecté aux cultures locales pour pas avoir la même chose partout où on voyage dans le monde. Donc, si vous voulez les soutenir, allez sur le site de Kiss Kiss Bang Bang et cherchez un petit peu Pardon Biscuit et vous trouverez leur page. Il y a encore 20 jours où vous pouvez les supporter. Donc, ça vaut le coup. C'est un beau projet en tout cas. Super. Moi, je vois pas trop de questions apparaître, donc je pense que c'était assez complet en tout cas. Euh, donc voilà, est-ce que tu veux encore rajouter quelque chose avant que je fasse la petite promo de fin de diffusion? Non, je te remercie. Je pense que c'est un sujet hyper intéressant, hyper complexe. Et je pense que c'est bien que tu as invité des torréfacteurs et qu'après, il y aura des importateurs, des gens un peu de différentes places dans la filière. Et donc, c'est super bien que tu fais ça, même si parfois c'est complexe et en effet, parfois des sujets un peu chou bouillants. Mais voilà, j'espère que j'ai pu apporter un peu de mon À expérience. fond, franchement, je suis super content. Et la semaine prochaine, on va recevoir Catherine Powells de Or et ex-Cupelot Coffee. Donc Cupelot qui maintenant a été revendu, s'appelle Cuprima. Et donc elle est revenue chez Or, mais ils font beaucoup de commerce direct, donc elle a vraiment une grande expérience de parcourir les pays producteurs. La semaine d'après, on aura Jordan Crosswaite, qui est en fait sourceur, trader indépendant et qui travaille pour Nordic Approach aux États-Unis. Donc c'est quelqu'un que j'ai côtoyé quand je vivais à New York. La semaine suivante, on aura James Harper qui produit les podcasts de la SCA et qui a Filter Stories aussi où il a été beaucoup aux origines. Et par la suite, on aura Sophie Nice qui travaille pour Sucafina Sukafina. Specialty Europe, ouais, et Ludovic Maillard, SCA France, qui va aussi un peu nous parler de son expérience en green coffee. Euh, Avant de terminer, moi je voudrais aussi faire la petite promo d'un podcast de Amour Chips. Bon, ils ont fait un podcast sur moi, mais je parle d'eux parce qu'ils sont assez cool et ils lancent justement un petit média de podcast indépendant. Et donc c'est aussi un petit projet indépendant vachement bien de médias. Donc vous pouvez les trouver sur Amour Média ou Amour Chips sur Instagram. N'hésitez pas à les écouter. J'ai vu quand même une petite question où quelqu'un te demandait si tu n'allais t'orienter qu'une seule origine. Ah, je vais commencer avec des origines, des single origin, ouais. Pas de Mais est-ce que blend. tu vas torréfier uniquement du Ah Brésil non, ou non, non, il y aura 4 origines dans la gamme pour démarrer. Ok, cool. Et tu vas faire des différences filtre, espresso, omni roast. Est-ce que tu as déjà un petit peu une idée là-dessus? L'idée, c'est vraiment de pas trop mettre en case, de pouvoir proposer des profils gustatifs différents. Donc, il y aura des cafés un peu plus intenses, équilibrés, d'autres un peu plus vifs, fruités, pour vraiment pouvoir correspondre à différents types d'amateurs de café. Donc, Yes. pas trop mettre dans les cases. Bon, écoute, je suis hyper emballé à l'idée de voir ton projet voir le jour et je pense que je passerai à Lille et on fera peut-être des coffee tours à Lille. Ça serait pas mal. Avec Il y grand a de quoi plaisir. faire, quoi. Bon, Super. Dayo, merci infiniment. C'était super de t'avoir aujourd'hui. Je suis super content. Merci encore 1000 fois. Avec grand plaisir. Merci à toi et à tout le monde d'être Et là. eh ben, bonne soirée. Tu nous tiens au courant pour ton crowdfunding et un de ces quatre en Ça digital, marche. j'imagine, dans l'immédiat. Super. Ciao. Bonne Ben, à soirée. bientôt. Ciao. Bientôt. Salut. Alors, dernière petite chose aussi pour ceux qui nous regardent, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter sur mon site pour être tenu informé des activités qui arrivent sur Eventbrite, des cours en distanciel et les prochains lives aussi. Voilà. Bonne soirée à tous. Ciao.